Alors, les choses continuent d'être plutôt cool et chouettes sur le marché des crypto-monnaies. On a toujours de belles performances pour ceux qui sont restés fidèles à leur stratégie, bien évidemment, parce que la stratégie dans le marché des crypto-monnaies reste quelque chose de fondamental pour éviter d'absorber les pertes qui n'en valaient surtout pas la peine. Alors, bonjour les amis, bienvenue sur Medify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui vous donne les outils pour pouvoir démarrer dans les business du Web 3.0 et la chaîne qui vous partage l'actualité crypto et qui vous met au courant des opportunités du secteur des crypto-monnaies, de la technologie, de la blockchain et de bien d'autres. Alors les amis, comme vous le savez, la logique de l'actualité crypto du jour, l'actualité est plutôt intéressante, elle est croustillante, elle est plutôt bullish dans l'ensemble et du coup l'actu elle va porter sur plusieurs points assez intéressants avec implication des organisations ou encore des institutions centralisées dans le secteur des crypto-monnaies, ce qui pourrait plus ou moins continuer à booster la situation du marché ou pourquoi pas dire la fesser continuellement. Alors les amis, comme je vous le disais, l'actualité du jour avec un tour sur l'analyse globale du jour d'abord. Et qu'est-ce qu'on a pour le coup aujourd'hui? Vous allez voir si hier, ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez constaté, on avait un Fear and Greed qui était aux alentours de 77 points. Et aujourd'hui, on est à 78 points pour dire que le sentiment haussier continue de se maintenir sur le marché des crypto-monnaies. Donc, ceux qui y étaient depuis le bottom de 2000, de 20, c'est combien déjà, de 15 000 $ du Bitcoin au début de janvier, je pense qu'ils peuvent déjà se sentir plus intéressants sur le coup. Donc voilà, l'actu crypto vous montre que c'est bullish quoi, ça continue d'être bullish et ça le sera jusqu'à un certain moment certainement. La situation globale du marché, on a un market cap qui a sacrément gonflé. On est passé de 1,4 hier à 1,41 trillion de dollars aujourd'hui, ce qui fait un sacré montant qui est entré dans le marché des crypto-monnaies. Je pense plus de, disons que plus de 10 milliards de dollars, si c'est pas, si c'est ça, ou alors plus de 10 milliards de dollars et poussière. C'est juste énorme, les amis, c'est juste énorme. Et on a une performance de moins 0,12%, une performance générale de moins 0,12% sur le marché. Du côté du Bitcoin précisément, on a une market cap qui continue de grimper fortement, atteignant les 726 milliards de dollars. Wow, je pense qu'il a plombé la capitalisation boursière de Tesla que nous avons pu voir hier dans l'actualité qui était de 706 milliards de dollars. Le Bitcoin actuellement dépasse la capitalisation boursière de Tesla avec plus de 20 milliards de dollars. C'est juste énorme, les amis, c'est juste énorme. Et si je ne me trompe pas, il doit avoir dépassé la capitalisation boursière de l'entreprise qui était juste devant lui, si je ne me trompe vraiment pas, parce que je pense celle-là était aux alentours de toujours les 700 milliards, 700 combien de milliards à ce moment-là. Je sais plus trop, mais je pense qu'il est probable que Bitcoin ait dépassé l'action en question. On a également un Ethereum qui se trade aux alentours des 2073 $ avec une market cap de 249 milliards. Wow, celui-là, il a également gonflé. Il a également gonflé au cours de la journée d'hier. Et du coup, on a une performance de 13,20% sur 7 jours et 0,61% sur les 24 heures. Le Dogecoin fait une bonne performance également de 18% sur 7 jours, 9% sur 9,78% sur les 24 heures. Le Shiba Inu, lui, il nous fait une performance de 17%. Waouh, je pense que apparemment il reprend un peu du mouvement. Parce que hier, c'était plutôt à 4 milliards de capitalisation. Aujourd'hui, il est à 5 milliards de capitalisation. Ça ne fait que gonfler, comme vous pouvez le constater. Et du coup, pour l'actualité crypto du jour, qu'est-ce qu'on a?
on a quelque chose d'intéressant là qui revient à peu près sur le débat de l'ETF d'Ethereum, n'est-ce pas? Le débat de l'ETF d'Ethereum et sur la situation même de Binance, sur la situation de Binance. Du coup, le Chicago, j'allais dire comment je vais appeler ça déjà? Le Chicago Mercantile Exchange, si je ne me trompe pas, le CMES, oui, Bitcoin, oui. Le Chicago Mercantile Exchange a récemment dépassé Binance pour devenir le plus grand exchange de contrats à terme Bitcoin au monde, comme vous pouvez le constater, ce qui pourrait être un coup dur pour Binance, qui était d'ailleurs le premier sur les marchés de ce type-là. Et vu que Binance, je pense, il a gouverné pendant 2 ans et poussière, et depuis lors se fait tellement attaquer qu'il a fini par se faire dévancer par une institution comme celle-ci. Et du coup, cette augmentation de l'intérêt ouvert des contrats à terme Bitcoin a été provoquée par la liquidation, ou encore par des liquidations massives dues à une flambée soudaine des prix du Bitcoin. Donc, il y a eu énormément de liquidations sur le cours du Bitcoin par rapport à la plateforme de Binance. Et du coup, la CME a contrôlé environ 109 000 Bitcoins d'une valeur de 4 milliards de dollars, tandis que Binance a contrôlé environ 102 000 Bitcoins d'une valeur de 3,77 milliards de dollars, ce qui n'est pas en soi petit, mais il s'est carrément fait détrôner le GOAT. Le GOAT s'est fait détrôner. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui va nous expliquer les raisons pour lesquelles Binance ne fait que connaître une chute libre depuis un certain moment, n'est-ce pas? Et vous voyez déjà que par rapport à la détention des bitcoins, il y avait déjà quelque chose en lien avec. Du coup, s'il faut ajouter, c'est que les parts de marché de Binance sur le marché des échanges de crypto-monnaies ont chuté d'environ 30%, comme vous pouvez le voir là, d'environ 30 à 40%. 30, oui, je pense, entre 30 et 40% depuis le début de l'année. Et cette perte importante est due à la pression réglementaire exercée contre la société dans plusieurs pays, ainsi qu'à la concurrence accrue sur le marché des crypto-monnaies. Et vous-même, vous ne pouvez pas le nier, parce que depuis la chute de FTX, le Binance ne fait que subir des sérieux coups durs de la part des institutions ou des instances juridiques de X ou Y pays, ce qui fait chuter la part de ses actions, parce que cela laisse ses investisseurs dans l'incertitude. Toutefois, si vous regardez la performance du BNB, il continue de croître. C'est quelque chose qui semble plutôt un peu ambigu, quoi. Genre, il y a toute cette situation, mais le BNB continue de manifester une tendance assez haussière, une tendance assez croissante. Du coup, on constate qu'il faudrait plutôt être vigilant et bon penseur de ce côté-là. Donc, malgré tous ces coups durs, si Binance reste quand même en tête du segment des échanges de crypto-monnaies avec une part de marché globale de 51,21%, quelque chose dans ce sens-là, ce qui n'est pas petit, mais il n'est pas loin d'être vraiment, mais alors vraiment déclassé, parce que la société doit se réinventer pour rester compétitive en renforçant sa conformité réglementaire, en améliorant l'expérience utilisateur et surtout en lançant de nouveaux services sur sa plateforme, ce qui pourrait donc raviver les utilisateurs sur son exchange. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle-ci qui nous parle du sénateur des États-Unis. Et qu'est-ce que le sénateur des États-Unis a fait? En fait, il semble que le sénateur Ted Byrd ait présenté le projet de loi Keep Your Coin Act, qui vise à protéger les droits individuels des utilisateurs des crypto-monnaies en leur permettant de conserver la garde de leurs actifs numériques dans des portefeuilles auto-hébergés. Du coup, s'il est promulgué, la législation interdirait à toute agence fédérale de proposer des règles qui entravent la capacité d'un particulier à agir en tant
dépositaire d'actifs numériques. Vous voyez à peu près. Donc, c'est dans ce sens-là que les choses sont en train d'aller. Du coup, les membres du Congrès, Warren Davidson ont également vu les États-Unis sur ce coup-là. Et House Committee on Financial Services adopte le Keep Your Coin Act de 2023. C'est un projet de loi qui a parrainé. C'est un projet de loi en fait qu'il a parrainé et voilà qui a été lancé et se doit donc d'être appliqué d'une certaine manière. Et la législation de Davidson vise principalement à empêcher les organismes gouvernementaux d'imposer des règlements qui exigeraient l'utilisation des dépositaires tiers pour les portefeuilles numériques. C'est à peu près ça l'enjeu. Donc pour l'actualité suivante, c'est celle de Ripple et le coût que Ripple a de son côté. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut bien avoir à ce propos ou en ce qui concerne Ripple? C'est quoi? C'est que en tout cas, je vais commencer par XRP parce que XRP actuellement est en train de tracer un chemin pour la récupération car il vise le jalon des $1 aux environs. Quand vous regardez la ligne de tendance de Ripple, il y a carrément une forte accumulation haussière qui ne fait que se prononcer. Ce qui fait qu'à un moment donné, on pourrait voir une explosion à la hausse qui pourrait le déposer aux alentours des $1. Et bien que le volume et la capitalisation boursière de XRP soit en plein essor, soit en pleine évolution ces derniers temps, si sa performance est quand même un peu terne, faut pas se mentir, il est très stagnant quand même si c'est stagnant haussier, il est quand même très stagnant. Et en tant que projet thème par rapport à Ethereum et Solana, faudrait quand même reconnaître les évolutions qu'il y a eu sur son réseau ces derniers temps. Et du coup, cette disparité dans la performance peut être donc attribuée à plusieurs facteurs, notamment les défis réglementaires et une utilité moindre dans les secteurs en plein essor de la DeFi et des NFT. Et en ce qui concerne même Ethereum, pour ceux qui veulent savoir, je pense que il a atteint, je pense, oui, il a atteint un sommet de 6 mois. Sur 6 mois, il a atteint un sommet de 6 mois avec le prix de l'Ether culminant près de la marque des $2000. Et tout à l'heure, quand on a regardé, il allait à plus de $2000, il était à 2100, $2010, un truc comme ceci là. Et cette récente action sur le prix a été alimentée par le buzz autour de BlackRock et ses plans pour l'ETF Ethereum Spot du coup. Et le rallye peut être attribué au potentiel d'adoption grand public que représente un ETF BlackRock et la liquidité qui viendra forcément avec. Donc, ça indique quelque part un intérêt, en tout cas institutionnel, sans cesse croissant pour le réseau Ethereum, pour le réseau Ethereum. Donc, pour l'actualité, bon, disons que rien que toujours ici, attendez voir, je pense, voilà, c'est que j'ai envie de montrer là, je pense que en termes de calendrier, il y a deux scénarios quand même potentiels pour un renversement dans le cas d'Ethereum. Le premier scénario, pour ceux qui veulent savoir, c'est que le premier scénario en tout cas pourrait impliquer un renversement dû à la prise de profit suite à la récente poussée d'Ethereum. On peut faire des take profit pour ceux qui savent comment ça se passe avec le day trading, le swing trading sur Ethereum. Récupérer les profits, racheter peut-être à la baisse ou dans une zone de rechargement pour continuer le truc. Et le deuxième scénario pourrait être un renversement potentiel en raison d'obstacles réglementaires. Et ça pourrait coûter cher quand même à l'écosystème d'Ethereum pour le coup. Et pour l'actualité suivante, qu'est-ce qu'on peut bien avoir? Je pense que l'actu suivante vient avec le fait que la Fed assèche la liquidité dans le marché des crypto-monnaies. Donc, préparez-vous. Ce type d'information peut venir avec un coup dur dans le marché des crypto-monnaies. Et ceux qui ne se seront pas préparés ne pourront que subir les conséquences parce que d'après une analyse de Tom Wan, l'augmentation des taux de la Fed a un impact significatif sur la liquidité
des stablecoins au sein de la DeFi, vous voyez. Et en examinant donc les données de la blockchain sur la liquidité de l'USDT et de l'USDC sur le protocole AAV1 a mis en évidence une corrélation entre les... Attendez, je vois, est-ce qu'il a le schéma ici? Non. Il a mis en fait une corrélation entre les fluctuations de ces stablecoins phares et l'évolution du taux directeur de la Fed. Plus précisément, l'analyse a observé deux baisses spéculaires de liquidité depuis l'effondrement de Terra Classic et de FTX. Il y a eu un coup dur du côté des USDT. Et les taux stables dans la DeFi sont devenus moins attractifs depuis ce moment-là. Donc, on ne peut plus avoir de forts taux d'intérêt sur les stablecoins comme on pouvait le faire autrefois, rien qu'en holdant ou en conservant nos actifs sur la plateforme. Donc, ceci a bien évidemment disparu. Et donc, bien que la Fed semble vouloir ralentir le rythme de ses hausses de taux, elle n'exclut pas quand même de nouvelles augmentations. Ça, il faut reconnaître, que ce soit de 5 points, que ce soit de 0.05, que ce soit de 0.5, 0.7, 0.8, il y a quand même des augmentations de ce type-là. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui vient sur le cas d'Ethereum et qu'est-ce qu'on peut avoir sur le réseau Ethereum entre-temps. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il semble qu'Ethereum ait connu une hausse de revenus quotidiens moyenne atteignant son plus haut niveau en 4 mois avec 10 millions de dollars de revenus générés quotidiennement. Et à propos de ça, bien que les prix d'Ethereum soient encore modérés, il reste dans une formation haussière soutenue par des volumes de négociation assez décents et les prix sont toujours au-dessus du soutien psychologique de 2000 $. Et s'il faut noter quelque chose, c'est qu'il est à noter que les revenus quotidiens d'Ethereum ont régulièrement augmenté au cours des 10 premiers jours de novembre et une hausse des revenus moyens quotidiens dans un réseau indique généralement une augmentation de l'activité de la chaîne Ethereum. Du coup, il faut rester donc assez vigilant sur la layer de... je veux dire, il reste à voir quand même comment l'adoption généralisée de solutions à l'échelle de layers de stade, notamment les Optimism, Arbitrum, tous ces layers qui étaient conçus sur Ethereum. On va voir comment est-ce que l'application de ces réseaux-là seront bénéfiques sur le réseau Ethereum. Et pour l'actualité suivante, je pense que JP Morgan nous fait un coup assez intéressant. JP Morgan nous fait un coup assez intéressant. Je pense que JP Morgan lance les paiements programmables de JP Morgan, de JPM Coin, un truc comme ceci. Et qu'est-ce que cela implique concrètement? C'est pas trop loin de ces affaires de monnaie numérique de banque centrale, mais il a tout de même sa spécificité parce que au fait que JP Morgan a lancé une nouvelle fonctionnalité de paiement programmable pour ses clients institutionnels, ce qui leur permet de programmer leur compte pour effectuer automatiquement des paiements lorsqu'ils remplissent des critères potentiels. Cette fonctionnalité offre en fait une gamme d'applications assez pratiques et y compris le financement dynamique rapide qui permet aux utilisateurs de définir des règles pour le financement dynamique d'un compte bancaire en cas de déficit en cas de déficit sur le compte bancaire ou fait dans les transactions. Et la société technologique allemande Siemens AG a été le premier client institutionnel à utiliser cette nouvelle fonctionnalité innovante de JP Morgan, réussissant donc le test qui allait avec le test inaugural le 6 novembre dernier, donc il y a quelques jours de cela. Et ce qui est plutôt une nouvelle importante qui vient quelque part montrer l'intérêt des monnaies numériques, pas des monnaies numériques, mais des monnaies
fondé à peu près dans le même paramétrage que le secteur des crypto-monnaies. Du côté de la France, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la France se dote d'un instrument de recherche sur la blockchain et les crypto-monnaies. Du coup, l'Institut des crypto-actifs a ouvert donc ses portes dans la banlieue de Paris le 8 novembre dernier. Le 8 novembre dernier. Et l'Institut se concentrera sur la recherche et le soutien aux technologies de blockchain et des crypto-monnaies. Donc, elle vise quelque part à être un soutien dans ce secteur-là. Et il est dirigé par un conseil scientifique composé de 11 experts issus d'établissements d'enregistrement français, ainsi qu'un comité de 6 praticiens dans le secteur. Et l'Institut organisera donc également régulièrement même des événements publics de sensibilisation de masse et de tout le reste, n'est-ce pas? Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle de Circle. Circle qui semble être beaucoup plus en difficulté ces derniers temps-ci, en ce sens que la version 2.2 de Circle apporte des améliorations significatives aux utilisateurs de l'USDC et de l'EURC. Je pense l'Eurocoin, un truc comme ça, Eurocoin, en introduisant 6 changements clés dans son réseau, notamment l'amélioration majeure qu'elle apporte réside beaucoup plus dans la baisse des frais de transaction, un obstacle qui entravait beaucoup l'accessibilité et l'efficacité des transactions crypto, blockchain, banque et banque blockchain, quelque chose comme ceci, ce qui était plutôt pénible pour les investisseurs. Et les utilisateurs pourront donc désormais réaliser des économies allant de 6 à 7% pour les opérations courantes impliquant les stablecoins de Circle, bien évidemment. Et si on peut même ajouter quelque chose, c'est que la mise à jour de V2.2 renforce la sécurité des transactions des stablecoins en intégrant des mesures contre les forks des blockchains EVM également. Donc, on pourra plus faire des forks en ce qui concerne particulièrement les stablecoins adossés au réseau de Circle. Et quand on va un peu plus loin sur l'actualité, c'est que c'est la CME dont je vous parlais tout à l'heure et dont je ne reviendrai certainement pas dessus ici. C'est quoi? Ça veut dire que je reviendrai donc là sur l'actualité suivante qui est celle qui va dans le sens de la Security and Exchange Commission des États-Unis, des ETF et du secteur en question. Et il s'agit d'une interview de Michel Sunshine, PDG de Grayscale Investment, qui a discuté de son plan de transformation de son fonds phare Bitcoin Trust en un fonds négocié en bourse Bitcoin. Dans une interview avec Bloomberg et à la DC FinTech Week de mercredi, ou alors le mercredi. Et la SEC a initialement rejeté l'application d'un gestionnaire d'actifs de crypto actifs pour un ETF Bitcoin Spot du coup. Cependant, les tribunaux ou encore le tribunal a récemment commandé l'organisme de réglementation des valeurs mobilières de réévaluer la demande de la société en question. Et Sunshine a déclaré que la SEC s'engageait de manière constructive en ce moment où les choses semblent aller dans le sens où ils vont. Et Grayscale a un avantage par rapport aux autres demandeurs d'ETH Bitcoin Spot puisque le GBTC a déjà été un émetteur chevronné bien connu depuis plusieurs années. Maintenant, Grayscale existe vraiment depuis des années. Ici, l'actu suivante, c'est le cas de UBS. UBS qui nous fait quelque chose, quoi. En fait, UBS, pour ceux qui connaissent, c'est une institution financière ou alors une banque, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, UBS permet désormais à ses clients riches de s'exposer aux 3 ETF crypto-monnaies autorisés par la Security and Futures Commission.
de Hong Kong. Donc de ce côté-là, les ETF commencent déjà à prendre corps pour être appliqués sur les marchés spéculatifs. Et il s'agit de 2 ETF sur le Bitcoin et un ETF sur Ethereum basé sur des contrats à terme pour l'instant. En tout cas, on retient que de leur côté, il y a une évolution sur le marché. Donc, on pourrait déjà s'attendre à ce que les Américains, en guise puisqu'ils aiment souvent entrer dans les challenges, je ne sais pas, de type qui va dominer un secteur, qui va faire ceci, on pourrait déjà s'attendre à ce que ceux-ci se sentent plutôt forcés de lancer également leurs ETF Bitcoin. Et du coup, je pense que Procha, c'est ça, c'est Procha. Oui, oui. Oui, c'est ça. Le Procha Bitcoin Strategy ETF, le BITO notamment, a attiré un quart de milliard de dollars de flux au cours des derniers mois pour ceux qui ont remarqué sur son volume de transfert, sur sa capitalisation boursière. Et ce qui a donc marqué le deuxième mois le plus performant du fund à côté de sa date de lancement, signalant une anticipation féroce sur une approbation de FNB au comptant. Je ne sais pas si vous en savez plus à ce propos-là. Et la valeur des actifs de BITO s'estime à presque, ou alors ont presque doublé au cours des 30 derniers jours, passant de 850 millions de dollars au début d'octobre à 1,37 milliard de dollars au 10 novembre. Donc, bien que BITO ait été le premier ETF Bitcoin à atteindre les États-Unis, les fonds investis dans les contrats à terme Bitcoin plutôt que dans le Bitcoin réel sont continuellement intéressants pour leur côté. Pour l'actualité suivante, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir le fait que la crypto semble être en danger en Europe pour plusieurs raisons, en tout cas. Semble être en danger en Europe pour plusieurs raisons. Et sur le coût, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir le fait que les smart contracts sont devenus un élément incontournable dans le monde des blockchains et des crypto-monnaies, offrant un niveau élevé de transparence et de sécurité dans les transactions crypto. Et l'Union européenne a pris position sur les technologies via la plateforme Atlas plutôt que de bannir les actifs numériques. Du coup, les règlements MiCA ou encore la réglementation MiCA a été votée en juin dernier dans cette optique-là pour être sûr de pouvoir avoir un minimum ou un maximum de contrôle sur le secteur. Cependant, la Data Act Security ou encore la Data Act suscite des doutes chez les crypto-enthousiastes puisque elle inclut une clause controversée qui qualifierait les smart contracts dits légaux. Cependant, les communiqués de presse publiés sur les sites du Parlement européen ne mentionnent rien d'anormal sur ce sujet et vantent même les avantages de la Data Act pour le coup, ce qui est plutôt une plus ou moins bonne nouvelle. Et si on évolue avec l'actualité crypto, qu'est-ce qu'on aura? On aura le fait que au Nigeria, qu'est-ce qu'il y a? On a au Nigeria le fait que, je pense, qu'est-ce qu'on a du côté du Nigeria déjà? Ah oui, je pense que du côté du Nigeria, il est important de savoir que tous les billets émis par la CBN ont toujours cours légal, conformément à la loi CBN de 2007. Et la banque a également appelé le public nigérien à ne pas paniquer face aux rumeurs de pénurie de liquidités dans les grandes villes du Nigeria et a même utilisé d'autres modes de paiement qui seraient nécessaires sur le coup afin de régler la situation qu'ils traversent là-bas de leur côté. Et quand on évolue avec l'actualité, on va revenir sur le cas d'une députée allemande qui met le Bitcoin en avant. Vous pouvez déjà voir avec le t-shirt et le logo Bitcoin. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle fait que elle a, lors d'une intervention, qu'est-ce qu'elle a fait? Lors d'une intervention, et d'après ce que j'ai compris,
lors d'une intervention, et d'après ce que j'ai compris, elle a déclaré que ceux qui veulent une monnaie solide ont du Bitcoin et que la CBDC servira à surveiller tous nos faits et gestes en vue de trier les bons des mauvais citoyens via un crédit social à la chinoise. Pour ceux qui ont suivi mes anciennes actualités crypto où je vous parlais du fait que les Chinois ou alors les peuples chinois seront désormais crédités sur un compte de vie totale où les bons actes seront récompensés par un surplus de points et les mauvais actes viendront diminuer les points sur ceux-ci. Du coup, je ne comprends pas trop, c'est Squid Games ou bien c'est quoi, mais ça va un peu dans ce sens-là. Donc, elle recommande beaucoup plus à la majeure partie d'utiliser les monnaies cryptographiques de type décentralisé, les monnaies qui sont décentralisées, qui ne sont ni contrôlées par une institution centrale et qui n'obéissent pas à un protocole dans lequel on pourrait modifier le code et contrôler vos ressources de base de quelconque manière. Et si on revient, oui, c'était lors de ce Parlement-ci, comme vous pouvez le constater, c'était lors de ce Parlement qu'elle a fait cette intervention. Et du coup, en passant à la prochaine actualité, on va revenir sur un secteur, pour ceux qui connaissent ces tokens quoi déjà, j'ai oublié le nom, c'est Token Unlock, la plateforme qui permet de regarder, non seulement de faire une étude approfondie sur la tokenomics d'un projet, mais également de contrôler la fréquence d'inflation sur un réseau, quand est-ce que les nouveaux jetons seront mis sur le marché par rapport à une crypto particulière. Et du coup, d'après ce que j'ai compris de l'article que vous avez sur les yeux, c'est que Token Unlock a révélé que 2,4 milliards d'optimistes seront encore sous allocation TBD d'ici peu, ce qui représente 55% de l'offre maximale du jeton. Jusqu'à présent, plus de 831 millions d'optimistes ont été débloqués jusqu'à présent. Et cette actualité survient alors que les prix de OP ont tendance à augmenter et dépasser les niveaux de résistance cruciaux. Vous allez constater que Optimus, il continue de faire une performance alors même que le niveau de déblocage et même le nombre de jetons en circulation semble être assez élevé. Donc, cette actualité survient alors que les prix d'Optimus, comme je vous le disais, ont tendance à augmenter et à dépasser les nouveaux supports et en créant de nouveaux supports de résistance. Cependant, une fois que ces jetons sont votés et que la communauté décide de la partie de l'offre maximale qui peut, par exemple, être distribuée à des conseillers ou utilisée pour financer des projets écosystémiques, les prix ont tendance à baisser à l'approche de la date de déverrouillage parce qu'il faut prendre les profits et éviter la pression vendeuse qui forcément sera exercée sur le marché. Encore que libérer les nouveaux jetons consiste faire quoi? Ça absorbe la liquidité sur les marchés. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, en règle générale, en tout cas. Et pour l'actualité suivante, je dirais même la dernière actualité, c'est celle qui va dans le sens de Bitcoin et Bitcoin qui, d'après une prévision, risque un crash imminent parce que Bitcoin est actuellement en phase haussière depuis 9 semaines déjà et vient d'atteindre même un nouveau sommet annuel en dépassant les 38 000 $. Cependant, l'économiste Peter Schiff, pour ceux qui le connaissent, il est très actif dans l'espace crypto, reste assez sceptique quant à cette hausse et avertit même que les investisseurs devraient se préparer à un crash dans le secteur. Et il argumente que l'intérêt spéculatif lié aux nouveaux ETF spot Bitcoin est la cause de cette hausse-là. Du coup, il n'y a rien de réel, il n'y a rien de vraiment concret là. On est là que sur de la spéculation. Il n'y a rien de concret qui pourrait faire en sorte que le prix du Bitcoin connaisse une hausse comme on est en train de voir en train de monter actuellement. Et il a même argumenté que l'intérêt spéculatif lié aux nouveaux ETF spot Bitcoin est la cause de cette hausse-là, mais que les spéculateurs qui voulaient investir l'ont déjà fait. Les spéculateurs qui l'ont déjà fait, donc ils ont déjà récupéré leurs profits, ce qui fait qu'il est probable que vous également, vous commenciez à penser retirer vos profits. Et lorsque certains d'entre eux vendront leurs jetons, vous allez juste constater un effondrement
du marché du Bitcoin à un certain niveau. Vous allez le sentir en tout cas. Donc, préparez-vous, soyez très vigilants, analysez les graphiques, analysez les tendances, les divergences, les convergences pour ne pas être auteur ou pour ne pas subir un coup du destin, quoi, un truc comme ceci. Et oui, je pense que c'est ça. Et bon, prenons le dernier ou la dernière actualité. Je pense que c'est celle-ci. Avec 130 millions de dollars de dérobés sur Poloniex. Bon, là, c'est juste un cas de fraude encore sur les marchés des crypto-monnaies. Il y a Poloniex qui a été victime d'un hack. Et c'est le troisième hack le plus énorme dans le secteur de la DeFi, dans les marchés des crypto-monnaies. C'est un des hacks les plus énormes qui a été effectué et qui, vous savez que Poloniex appartient à Justin Sun, n'est-ce pas? Et ce réseau donc a été hacké de plus de 130 millions de dollars. Et les hackers, après avoir fait ceci, ont fait des transactions sur plusieurs adresses pour rendre un peu confus le truc, quoi. Donc c'est à peu près ça. Et du coup, ça, on ne peut que le subir sur le coup. Au niveau des régulateurs de la CFTC, je pense que je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure, comme vous avez pu écouter dans le premier article. Et enfin, le PETAL s'associe avec Consensus pour booster le Real World Asset, le secteur de l'immobilier, bon pas de l'immobilier, mais de la tokenisation des actifs réels. Et comme je vous le dis depuis dans mes vidéos, commencez quelque part à porter un intérêt accru pour ce secteur-là, parce que je pense qu'il a reçu plus d'1 trillion de dollars d'investissement. Donc, il y a de la liquidité dans le secteur. Il faut juste être prêt à temps pour être sûr de ne rien rater sur le train. Donc, ce sera alors tout pour l'actualité crypto du jour. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout à ciao pour la prochaine vidéo.